à toutes et à tous, bienvenue sur Immédiat Politique. On est heureux de vous retrouver et on est surtout heureux d'avoir un invité prestigieux et important dans une de nos émissions. Alors Philippe Pelletier, bonjour. Bonjour Frédéric. Vous êtes le président du plan bâtiment durable. Peut-être en quelques mots nous dire ce que c'est que le plan bâtiment durable. Et on va parler de plein de sujets qui sont d'actualité, on va le voir, économie circulaire, transition énergétique, rénovation des bâtiments, plan de relance, mais juste nous rappeler ce qui a présidé à ce plan bâtiment durable en 2009, je crois. Ça, en 2009, au lendemain du Grenelle de l'environnement où la société s'était mobilisée pour déterminer nos enjeux environnementaux, Jean-Louis Borloo, alors ministre d'État, a eu l'idée d'inventer cette sorte de plateforme intermédiaire entre les pouvoirs publics et la société civile pour capter dans la société les idées, les suggestions de dispositifs d'accompagnement, toute la créativité qu'il y a dans la société, de façon qu'elles viennent irriguer les textes qui allaient accompagner nos projets environnementaux, et puis à l'inverse, faire descendre les lois lorsqu'elles sont en vigueur pour transformer cela dans une pédagogie de l'action sur les territoires. Donc c'est ce mouvement qui m'a conduit avec des moyens extrêmement réduits, à mobiliser plusieurs milliers de personnes au cours de ce parcours pour, en somme, tracer ce chemin vers des bâtiments sobres en énergie et à faible empreinte environnementale. Alors il y a eu tout un cheminement, plein d'étapes, etc. Mais c'est vrai que j'allais dire qu'on ne peut pas faire aujourd'hui comme si tout ce qui se passait autour de nous, évidemment, on fait référence en ce début d'année 2021 à la crise sanitaire, à la crise économique. En fait, quelque part, ce dont vous avez envie de parler, c'est presque autre chose que ce que vous m'auriez dit il y a un an ou deux. En quoi aujourd'hui la crise, l'impact de la Covid a changé quelque part notre rapport, à la fois peut-être au bâtiment, au logement, à la construction, à l'environnement? Comment vous voyez-vous cette nouvelle année qui s'offre à vous par rapport à vos missions? Je pense que l'on n'a pas encore pris toute la mesure du changement profond que cette crise va susciter dans la société. Et un économiste dont je suis en train de lire le dernier bouquin, il s'appelle Éloi Laurent, son bouquin s'appelle « Et si la santé guidait le monde ?» nous dit que le 21e siècle a commencé le 7 avril 2020, le jour où plus de la moitié des pays du monde ont décidé pour la première fois de faire prévaloir la santé sur l'économie. Dire cela, c'est pas rien. Ça veut dire que les sujets qui touchent aux personnes et à l'environnement dans lequel nous évoluons dominent, euh, sont maintenant plus importants que les ratios économiques qui guidaient l'action précédemment. Et donc, on est en plein dans notre sujet parce que parler de bâtiments durables, c'était avant essayer de satisfaire une équation où on arrivait à donner une sobriété énergétique aux bâtiments, mais avec des ratios économiques sérieusement contrôlés. Et on est peut-être dans une phase où on va saisir le sujet par les personnes, par le besoin qu'elles expriment, par les exigences de santé qui vont se manifester dans le logement pour fabriquer les logements de demain, les lieux d'exercice professionnel, peut-être pas quoi qu'il en coûte, comme a pu dire le président au paroxysme de la crise, mais enfin avec une appréciation de l'économie au service des hommes et de leur bien-être. Et je crois que ce renversement de valeurs, il va peser durablement sur notre chemin et il met très clairement en tête de gondole les sujets environnementaux, puisque c'est dans un environnement apaisé, dans un environnement qui ne heurte pas la nature, que l'on va trouver notre bien-être et notre santé.
C'est peut-être ça aussi, alors du coup, quand on parle d'écologie urbaine ou de nouvelle écologie, quelque part, la question du logement, c'est aussi la question, bien sûr, de comment on loge des populations, mais c'est aussi comment est-ce qu'on construit en ville, comment est-ce qu'on imagine la ville, comment est-ce qu'on imagine le rapport aux mobilités, au transport, à l'habitat. C'est un peu tout ça qui est rebrassé quelque part. Nous parlons davantage d'habitat que de logement, en ce sens que l'habitat englobe euh, le logement dans son environnement immédiat, celui du quartier, celui de la ville, mais aussi dans son lien avec les mobilités. Comment est-ce que je vais de mon logement vers les autres lieux de vie que j'ai autour de moi pour la culture, le sport, l'éducation ou l'exercice de ma profession. C'est tout cela qui met en œuvre cette notion d'habitat. Et vous avez raison, les sujets doivent être dorénavant appréhendés de façon plus globale à travers ce concept d'habitat urbain. Et puis c'est aussi du coup tout un secteur. Pourquoi est-ce que le bâtiment avait été concerné davantage ou en premier lieu dans cette bataille de la transition écologique? Est-ce que parce qu'il y avait plus de moyens, plus de leviers, plus peut-être parfois de pollution, plus de questions de déchets? Pourquoi est-ce que le bâtiment en fait est quelque part le fer de lance nécessaire dans cette guerre? Vous avez raison d'observer que dans le Grenelle de l'environnement, qui est ce rassemblement tout à fait inédit de l'ensemble des composantes de la société qui ont réfléchi à nos objectifs environnementaux, ils ont décidé deux choses importantes. La première, c'est d'inscrire nos actions dans le temps long, puisqu'on est en 2007 et on se fixe des objectifs à l'horizon 2050, 43 ans après, c'est-à-dire presque 2 générations après. C'est très nouveau dans une stratégie politique que de s'inscrire dans le temps long, et les gouvernements successifs ont maintenu ce cap et l'ont plutôt nourri et ajusté. Et puis le deuxième élément qui est sorti de ce Grenelle de l'environnement, c'est que le bâtiment était le premier terrain d'exercice de nos enjeux environnementaux, et ça pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'il était clairement, il l'est encore assez largement, un mauvais élève. 40% de nos consommations d'énergie en France, c'est le bâtiment. 20% de nos émissions de gaz à effet de serre, c'est le bâtiment. Donc, mauvais élève. Deuxièmement, probablement lieu moins compliqué que d'autres lieux pour transformer les choses. C'est plus facile d'isoler les combles de toutes nos maisons que de modifier le système agricole français ou de changer complètement nos mobilités en tournant le dos aux transports individuels. On sent bien qu'il y a quelque chose qui est plus à notre portée. Et puis enfin, troisième et dernière idée, il a été considéré que le bâtiment, le logement, le chez-soi était un moyen probablement le meilleur possible pour que la société s'approprie le sujet environnemental. Quand on parle d'un sujet qui vous touche, qui concerne votre chez vous, qui parle clair en disant attention, c'est peut-être pas la peine d'ouvrir les fenêtres tout en chauffant à plein. On parle dans du concret que tout le monde peut comprendre. Quand on parle à des locataires du parc HLM de réduire les charges de chauffage qu'ils supportent, c'est-à-dire d'améliorer leur fin de mois, ils comprennent tout de suite de quoi on parle. Et donc, on a pensé que le secteur du bâtiment méritait d'être prioritaire, et c'est depuis ce jour-là ce qu'il a été, c'est-à-dire il est très clairement en flèche dans les politiques publiques d'accompagnement vers la transition énergétique. Oui, parce que ce qui est important dans ce que vous dites, et on le voit bien pour avoir, même comme citoyen, le sentiment d'agir, c'est qu'il y a plusieurs niveaux de capacité d'intervention. On peut se dire, bah, nous, comme simples particuliers, qu'est-ce qu'on peut faire dans notre logement? Les professionnels, comment ils peuvent envisager, ou comment est-ce que la loi, parce que je crois qu'il y a une réglementation importante qui va arriver, qui est en cours, qui va bouleverser un peu cette économie du bâtiment. Les élus locaux aussi, on va essayer de regarder tout ça. Je crois que vous m'expliquez que comme levier, il y en a deux principaux. Il y a la construction d'un côté et je veux dire la rénovation de l'autre.
Et puis, il y a commun aux deux notre comportement dans des logements, qu'ils soient des logements anciens ou des logements nouveaux. Nous avons une grande prise sur la maîtrise de nos consommations d'énergie, la maîtrise de nos émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise du traitement de nos déchets. Nous savons que nous sommes partie prenante de ces enjeux environnementaux et par exemple, une donnée à peu près établie dans chacun de nos logements, dans chacun des bureaux où on peut travailler, il y a 20% d'économie d'énergie qui se réalisent sans débourser d'argent. Simplement, avec des comportements un peu plus raisonnables, avec j'éteins l'ordinateur quand je quitte le soir, j'éteins la pièce dans laquelle je suis, je réduis le chauffage le week-end de ce groupe scolaire qui n'a pas besoin d'être chauffé parce qu'il n'y a personne, etc. Et 20%, et 20% par une maintenance un peu plus fine des installations de chaud et de froid. Cette régulation par nous ou par les spécialistes qui s'occupent mieux des installations, c'est 20% d'économie. Le reste, c'est un peu de dépenses parce qu'on va aller vers l'isolation de l'enveloppe ou vers une production plus économe de chaleur dans nos bâtiments. Alors on le voit bien, et vous l'évoquiez, hein, les pouvoirs publics, j'allais dire, ont mis l'accent sur un certain nombre d'aspects pour que ça devienne une priorité. D'un point de vue de la rénovation, en ce moment dans la crise économique, etc., clairement, il y a une volonté de relance par la rénovation énergétique. C'est-à-dire qu'on doit concilier à la fois la possibilité de faire attention à notre environnement et en même temps de relancer l'économie. Comment les deux vont fonctionner? Qu'est-ce que met le gouvernement en place? C'est absolument cela et on le comprend très bien. Il est facile de traiter avec un artisan l'isolation des combles ou le changement des menuiseries. On sait que c'est une opération, que nous aurons signé le devis dans quelques semaines et nous aurons réalisé les travaux dans quelques mois. Bref, c'est un sujet de l'année. Si on raisonne construction, le sujet, il se calcule en années parce qu'il va falloir concevoir le projet, en discuter avec l'architecte, obtenir les autorisations d'urbanisme et puis réaliser dans le temps les travaux. Ce sera un sujet 2022, 2023, mais sûrement pas 2021. Et donc, si on veut provoquer de la relance économique, la rénovation, elle tombe pile poil pour bien répondre à cette attente. Alors, rénovation énergétique, mais pas seulement. Nous avons par exemple un sujet qui nous a explosé à la figure, qui est celui du sort à réserver aux personnes âgées dans notre pays. Vous avez vu ces drames des EHPAD dans lesquels 10 000 personnes sont décédées aujourd'hui, qui fait que l'envie d'aller rejoindre des résidences collectives a un peu freiné chez pas mal de personnes âgées qui se demandent si rester à domicile n'est pas une bonne solution. Mais si on veut les maintenir à domicile, il faut faire des travaux d'aménagement du logement. Si c'est un pavillon, il faut installer au rez-de-chaussée la chambre qui était à l'étage. Il faut supprimer la baignoire et la remplacer par une douche. Bref, il y a quelques gestes à faire qui sont autant de travaux et il faut à cette occasion embarquer la performance énergétique. Donc ça veut dire qu'on a un sujet qui est plus ample que le seul sujet énergétique, mais qui s'accommode bien de la rénovation énergétique et de notre chemin vers la transition environnementale. Ça veut dire que tous les particuliers peuvent à la fois s'emparer de nouveaux comportements, mais aussi par le biais de subventions ou d'argent public, mener un certain nombre de travaux qui non seulement vont permettre une efficacité, une économie d'énergie, mais aussi peut-être d'ailleurs de repenser la vie du foyer dans cet habitat. Hein. C'est un peu ça. C'est tout à fait cela, et on a le même exercice qui est en train de se produire dans les lieux professionnels. Des gens raisonnables sont en train de dire que le besoin de bureaux risque de diminuer dans les prochaines années de 10 à 15%, parce qu'on aura inventé des modes différents de travail
une part de télétravail dans la semaine qui rendra disponibles des postes de travail dans l'entreprise et qui permettront de faire vivre l'entreprise avec moins de mètres carrés. Voilà des évolutions profondes qui vont aussi entraîner des ajustements, des travaux, des restitutions de locaux loués, enfin beaucoup, beaucoup de sujets. Alors c'est vrai qu'il y a des mutations qui nous sont un peu tombées dessus et puis d'autres qui convient d'anticiper et c'est aussi peut-être pour ça que vous avez un rôle à la fois d'impulsion, d'explication, de coordination. On évoquait le rôle des pouvoirs publics. Pour que ça avance, il faut un cadre législatif et réglementaire. Il faut une loi aussi qui fixe à la fois des repères, un cadre, des obligations. Et en ce moment, vous me disiez qu'il y a une évolution réglementaire importante et essentielle même qui arrive à l'horizon 1er janvier 2022. Alors de quoi s'agit-il et qu'est-ce que ça va changer? Je vous en parle tout de suite, mais je reste sur le rôle de l'État dans un mot introductif. Oui, on a besoin d'un État stratège. On a besoin d'un État qui fixe les perspectives, les grands objectifs et les moyens financiers d'y arriver. Mais on a aussi besoin de collectivités territoriales qui prennent le relais. L'État ne peut pas tout. Et on l'a vu dans cette crise de la Covid, combien on avait besoin de collectivités mobilisées, quelquefois de règles différenciées sur les territoires pour arriver à lutter de manière efficace contre cette pandémie. Eh bien, pour la mise en œuvre de l'action de rénovation énergétique, comme pour la mise en œuvre demain de la nouvelle réglementation environnementale, nous avons besoin de collectivités qui mettent en place les textes, qui montrent l'exemple, qui adaptent les textes chaque fois que possible aux particularismes locaux. Et je crois profondément à cette complémentarité entre un État stratège et des collectivités régulatrices. Et je pense que c'est l'avenir, même si je sais qu'il y a encore des pesanteurs pour que ça se développe pleinement dans notre beau pays. J'allais y venir. Non, mais avant, alors du coup, c'est à mon tour de vous embêter, mais c'est vrai que puisqu'on parle des élus, vous savez, Immédiat Politique s'adresse à beaucoup d'élus, etc. Et une des questions, c'était qu'est-ce qu'ils peuvent faire et comment ils peuvent s'emparer de ça. Et puis, j'avais peut-être même, pas une question qui fâche, mais quand même une question qui est dans tous les esprits, c'est, après tout, est-ce que cette évolution, ces collectivités locales exemplaires, comme vous les appelez, est-ce qu'elles sont forcément écologistes? Alors, sans trop de polémique, mais est-ce que l'écologie urbaine, elle appartient simplement aux écologistes ou vous avez la sensation que partout et à d'autres endroits, ça se fait aussi ou qu'il y a certaines villes un peu plus en avance? Je vais répondre très bien. D'abord, je vais évoquer une collaboration réussie entre l'État et les collectivités territoriales. On a décidé qu'il était nécessaire pour que la rénovation énergétique des logements se passe bien, qu'il fallait développer, renforcer l'information et le conseil aux ménages. Pour ça, on est en train de mettre en place sur tout le territoire, avec une assez grande proximité des lieux de vie des ménages, des réseaux de conseillers. Ce réseau s'appelle le réseau des conseillers FAIRE, F-A-I-R-E, qui vont de manière objective et gratuite délivrer informations et conseils aux ménages pour les rassurer dans leur parcours de rénovation. Eh bien, tout cela est mis en place avec une parfaite collaboration entre l'État qui finance la moitié du coût de fonctionnement de ces lieux d'information et de conseil, et les collectivités territoriales, principalement les régions, qui financent le reste en ayant une grande souplesse pour que les lieux d'information correspondent à ce qu'ils ont envie de faire localement. Ils ne seront pas les mêmes partout sur le territoire, mais ils auront tous la même finalité. Eh bien, je crois que c'est là un exemple réussi d'une collaboration entre un État qui fixe l'objectif, qui en apporte une part importante du financement, et des collectivités qui le mettent en musique et l'adaptent au territoire local. Alors, s'agissant du lien des villes avec les sujets d'écologie, il y a en réalité deux situations et elles se nourrissent l'une de l'autre. La première situation qu'on voit, c'est des communes dans lesquelles
l'équipe municipale a une véritable volonté environnementale et elle portera des gestes, elle montrera l'exemple et ce faisant, elle arrivera progressivement à entraîner les citoyens dans le mouvement de mieux environnemental qu'elle veut impulser. Et puis, il y a l'inverse. C'est des communes dans lesquelles l'équipe municipale n'est pas très branchée sur le sujet, mais elle voit ici ou là des initiatives citoyennes. Et elle est suffisamment maligne pour comprendre qu'il lui faut accompagner ce chemin. À défaut de l'avoir elle-même initié, il faut l'accompagner. Et elle saura prendre mettre en œuvre les actions, jouer l'ensemblier d'actions qui pourront être celles des citoyens pour rénover ici un îlot ou un quartier et faire des choses intelligentes. Donc moi, je crois beaucoup à ce que on est dans un mouvement qui est maintenant tout à fait inéluctable parce que nous ne pouvons plus durablement regarder sans agir des perturbations climatiques comme celles que nous connaissons. Regardez ces derniers mois, ces deux vallées du sud-est qui ont été englouties par la boue. Regardez ces incendies incessantes en Californie et regardez cette Australie dans laquelle des feux ont supprimé le chiffre qu'on entend le plus souvent, c'est 1 milliard d'animaux. Bon. C'est-à-dire des situations qui pouvaient être imaginées. On pensait que ça n'arrivait qu'aux autres. On pensait dans les pays civilisés que ça ne pouvait gagner que des pays plus défavorisés. Ben non, non. Nous sommes concernés de plein fouet dans des pays très développés et il faut se ressaisir parce que euh, si l'homme n'a pas la maîtrise de tous ces événements, il y participe. Et du coup, c'était presque ma question pour terminer, mais on va reboucler sur la loi qui arrive, parce que quelque part, je vous sens dans un certain optimisme après toutes ces années à être un ambassadeur, un défenseur, un ardent, une personne qui réunit un peu tout le monde, etc. La loi qui arrive le 1er janvier 2022, pour vous, elle marque une étape essentielle. On ne pourra plus revenir en arrière après ça. C'est aussi un peu ça que ça raconte. Oui. Oui, vous avez raison, c'est tout à fait considérable, même si ça ne concerne qu'une partie du champ immobilier, puisque ça ne concerne que la construction. Et la construction, c'est environ 300 000 logements chaque année, à rapporter à 30 millions de résidences principales, donc 1% du sujet. Mais ce 1% du sujet, il est aussi important pour le reste que l'est la Formule 1 pour l'industrie automobile. C'est dans la Formule 1 qu'on invente les solutions, les méthodes, etc., qui ensuite seront généralisées par l'industrie. Alors, qu'est-ce qu'on invente dans la construction? On met en quelque sorte cette année un terme au cycle de ce qu'on a appelé les rénovations thermiques, où il s'agissait, réglementation après réglementation, de faire des bâtiments toujours plus isolés. Et on dit, l'isolation c'est bien, c'est nécessaire, on va faire encore une petite marge de progrès, mais ce n'est pas le tout. Ce qui est important, c'est pas tant de maîtriser nos consommations d'énergie que de maîtriser nos émissions de gaz à effet de serre. Et il faut donc s'intéresser à ce qu'on appelle le poids carbone du bâtiment, c'est-à-dire à faire en sorte que le bâtiment consomme le moins de carbone possible au stade de sa construction, au stade de son exploitation et au stade futur de sa déconstruction, puisqu'on espère bien ne plus avoir à le démolir, mais à le démonter, c'est-à-dire à permettre que les composants du bâtiment puissent être recyclés et réutilisés. C'est ce qu'on appelle l'économie circulaire. Et la prise en compte, à côté du paramètre énergie, les bâtiments bien isolés, du paramètre carbone est très nouvelle dans notre pays. On va mesurer ce qu'on appelle le poids carbone du bâtiment à travers de l'analyse de son cycle de vie.
les 3 phases, construction, exploitation, déconstruction. Et on a décidé que tout ça, ça se faisait sur un pas de temps de 50 ans. Voilà. Et donc, on est en train, c'est un travail très fin et compliqué, qui est fait en grande concertation avec tous les milieux professionnels. Tous les bureaux d'études thermiques sont mobilisés sur le sujet. On est en train de voir comment on mesure le poids carbone d'un bâtiment à travers les composants, les équipements qu'il a, la source d'énergie qui va venir euh, fournir le chaud et peut-être le froid dans le bâtiment. Euh, on va être attentif à la distance qu'il va y avoir entre les équipements, les matériaux et le lieu du chantier. Et on va s'intéresser à des bâtiments, à des matériaux qui sont biosourcés, comme par exemple le bois ou comme par exemple le chanvre qu'on va pouvoir mettre dans le béton euh, pour lui donner ce caractère hybride moins carboné. On est en train donc de travailler sur des matériaux qui eux-mêmes stockent le carbone, comme le bois, pour arriver à ce que le bâtiment ait un poids carbone moindre. Donc c'est une évolution considérable et tout à fait essentielle qu'on est en train de mener. Et cette réglementation environnementale, elle s'ajuste en ce moment et elle sera efficace au début de l'année prochaine. Bon, ben voilà, qui est très clair. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, vous qui êtes à la fois un ardent défenseur, un grand pédagogue, quelqu'un de très patient qui explique bien les choses, et on a envie, du coup, quand on vous écoute, d'avancer avec vous, à la fois comme citoyen, comme individu, comme élu. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter en 2021 pour que ça aille encore plus loin et encore plus vite? Est-ce qu'il y a des dossiers qui vous tiennent à cœur en particulier? On a jusqu'à présent beaucoup raisonné en se mettant du point de vue de vous et de moi, c'est-à-dire de monsieur tout le monde qui a un logement et qui va faire des travaux chez lui. Bon. Et il faut qu'on change cela de deux façons. La première façon, je pense que l'efficacité commande aujourd'hui, si on veut amplifier nos actions, qu'on raisonne moins au logement ou à la copropriété, à l'immeuble individuel, mais qu'on raisonne davantage à l'îlot, au quartier, au centre-ville. C'est dire que euh, mon premier espoir est de voir les patrons des collectivités territoriales se saisir du sujet de la rénovation énergétique pour lui donner la maille juste, euh, collective, qui va permettre d'agir efficacement. Il est démontré que dans un quartier, quand on décide d'une action, il y a toujours des voltigeurs qui démarrent avant les autres, d'autres qui attendent, mais qui voient que ça marche bien et qui montent dans le train. C'est ça qu'il faut initier. Et c'est la première action. Et puis la deuxième action, quand on s'intéresse aux ménages, à notre volonté de s'engager dans la rénovation énergétique, il faut changer d'optique en se préoccupant du camp d'en face, c'est-à-dire ceux qui vont faire les travaux, accompagner les ménages, les conseiller, faire en sorte que la rénovation soit efficace, faire en sorte qu'elle soit financée. Et c'est toute cette filière de l'offre de services qui devrait être l'objet d'une attention accrue, parce qu'on a encore des efforts à faire pour avoir des entreprises vraiment performantes, pour avoir des financements bancaires dédiés au sujet, à côté des aides que l'État met en place, euh, pour mobiliser davantage les architectes, les assistants à maître d'ouvrage, les maîtres d'œuvre, pour jouer les rôles d'ensembliers des entreprises qui vont réaliser les travaux, et pour pouvoir proposer aux ménages des garanties de performance. Aujourd'hui, on leur dit, ouais, ouais, je vais faire des travaux et je vous assure que ce sera mieux demain. Eh bien, moi, je préférerais que l'on puisse aller vers quelque chose de plus rigoureux, qui est de dire, je vous garantis la performance. C'est-à-dire, je vous garantis que vous allez faire des économies d'énergie ou que votre logement va changer de catégorie au titre du diagnostic de performance énergétique, parce que les travaux que je fais seront des travaux qui seront réellement efficaces.
C'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire. Donc, deux voies. La première voie, une mobilisation des élus locaux au service d'actions collectives qui vont massifier l'action. Deuxième voie, un effort accru pour que toute l'offre de services qu'on met en place au service des clients, que sont les ménages qui vont faire les travaux, soit toujours davantage performante. Nous avons encore des marges de progrès. Eh ben, on va s'y atteler. En tout cas, ça fait partie des bonnes résolutions pour 2021. Philippe Essier, merci. Vous êtes président du plan bâtiment durable. Merci de votre temps. Et puis, on espère, chers auditeurs, que vous aussi, vous allez pouvoir prendre de bonnes résolutions sur ces enjeux de la transition énergétique. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir. Au revoir.